Qui? Vous? Vous? Moi. Certains parmi vous le savent, mais l'Avare... Pas cette barre-là. L'Avare, le film de Louis de Funès avec Louis de Funès, c'est le film de Louis de Funès que j'aime le moins. Mais paradoxalement, c'est sans doute l'histoire autour du film qui est la plus intéressante à raconter. L'Avare était un projet que Louis de Funès portait en lui depuis très longtemps. C'était un challenge auquel il avait envie de s'attaquer et auquel il s'est attaqué avec une sorte de respect presque excessif pour Molière. Car il a fait un certain nombre d'erreurs fatales à son film qu'il a pourtant rêvé de voir aboutir durant des décennies entières. L'Avare, c'était pour lui d'abord le moyen de jouer ce personnage qu'il avait en lui depuis 30 ans, 35 ans. Et il y a beaucoup de choix qui ont été faits qui expliquent pourquoi l'Avare, version de Funès, a été un semi-échec à la fois commercial et à la fois public et critique. Tu m'as fait plaisir, Maître Jacques, et cela mérite une récompense. On en parle. Tout d'abord, une petite histoire d'1 minute qui me concerne mais que j'estime être nécessaire pour vous expliquer pourquoi je ne vais pas vraiment critiquer ce film-là comme je le fais d'habitude en deuxième partie de la vidéo, puisque l'essentiel n'est pas ce que je pense du film, l'essentiel c'est ce que je trouve comme info sur le film à vous partager. Et pour le coup, là, il y en a beaucoup. Et puis, disons-le tout de suite, vous avez l'âge du personnage aussi. L'âge exact. Hein? Oui, j'ai 60 ans bien compté. Comme j'ai quand même donné mon avis, je vais vous expliquer pourquoi, quoi qu'il arrive, ce film n'était pas fait pour moi, et du coup, en quoi je ne vais pas être très objectif, et donc je vais plutôt m'abstenir de commenter, puisque les films ou les pièces de théâtre, on va dire classiques, c'est pas ma tasse de thé. Mais on peut être livreur et avoir, sous une carcasse de muscles, un cœur sensible. Cela remonte au lycée. J'étais en L, en première et en terminale, bien que j'étais nul en langue et que je ne lisais aucun bouquin. Je sais même pas comment j'ai eu mon bac. Enfin si, je le sais, mais chut, faut pas le dire. Niche. Mais être en L, ça donnait certains privilèges. On était prioritaire pour s'inscrire au club de théâtre, et notamment aller voir des pièces de théâtre sur Paris, certains soirs en semaine, en bus avec les profs de français, et certains élèves, beaucoup de nanas, parce qu'en L, 90% des élèves sont des nanas. Donc c'était le bon plan d'aller s'engouffrer là-bas, pour draguer un petit peu. Mais une fois qu'il y est, aller voir des pièces de Racine, telles que Andromaque par exemple, qui durent 3 heures, eh ben je me serais cru au Marcident intouchable. Pas bien, pas bien du tout. Ouais, putain. C'était chiant. Parce que Racine, Andromaque par exemple, c'est ça. Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse mon fils pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Déjà que à lire c'est difficile, mais alors à écouter en direct, t'as à peine compris une rime qu'ils sont en train de faire comme des cons, qui sont en train de dérouler les mecs. On est quelle page là? Et je me suis emmerdé, je me suis dit le théâtre classique c'est pas pour moi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? Pourquoi je dis ça? Parce que si Molière, c'est plus facile à lire et c'est plus accessible, ça reste du théâtre classique qui barbait beaucoup les enfants et même leurs parents, je pense. Et Claude Jansac le disait très bien, pour justifier le semi-échec du film, on a tellement appris aux enfants à ne pas aimer Molière que quelque part ça les a pas attirés. Et pour aller ainsi vêtu, hein? Faut bien que... J'ai mon autre chose tout trouvé par derrière, et qu'on me voit révérence parler... Attends! Et je veux que tu me donnes des nouvelles de mon argent qu'on m'a pris! Et donc comme je n'aime pas le théâtre classique, en tout cas que Racine m'a terrorisé et m'a marqué, voir un Louis de Funès malade, jouer dans du théâtre classique, dans une mise en scène minimaliste... Bonsoir, monsieur. Chérie, il y a un homme dans le placard. Bah forcément, ça ne colle pas avec mes goûts. Mais mes goûts, c'est pas grave. Par contre, ce qu'en disent Gérard Houry, ce qu'en disent pas mal de critiques de l'époque qui correspondent très bien à ce que je ressens, ou ce que dit même Christian Clavier du film,
Ça colle beaucoup avec ce que j'ai ressenti, et ça on en parlera dans la deuxième partie, sur mon avis et les retours de la presse qu'il y a eu à l'époque, qui sont, je trouve, très intéressants et qui, pour une fois, ont visé plutôt juste. En petit point là, je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Arrête, rends-moi mon argent, coquin. Mais on n'en est pas là. Voyons déjà le projet L'Avare, réalisé, et oui, messieurs, dames, par Louis de Funès, avec la collaboration de Jean Giraud. On est parti. L'Avare, c'est le projet que Louis de Funès a nourri, presque en secret durant une trentaine d'années, et on lui aura proposé, à 15 reprises au moins, ce rôle, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma, mais à chaque fois, la réponse était non. Ou plutôt oui, mais pas maintenant. Pas encore. Ça fait des années, j'avais envie, on m'a fait signer des contrats pour l'Avare avec Carcenti par exemple. J'ai fait 4, 5, 6 fois, Barsac m'avait proposé, là j'ai un peu le trac, proposé de jouer l'Avare chez lui le jeudi. Et puis, enfin, j'ai toujours refusé parce que je n'étais pas mûr, j'avais pas la maturité pour jouer l'Avare. Car Louis de Funès, tout au long de sa carrière, et ça l'aura sans doute tué petit à petit, était très inquiet, très anxieux et ne se sentait pas prêt à jouer du classique. Car franchir le pas entre la comédie populaire et le théâtre classique, bien des acteurs l'ont refusé, de Fernandel à Bourvil. Notre culture éthyliste sort ses griffes et se drape dans sa dignité chaque fois qu'un comédien ayant réussi dans le divertissement populaire prétend interpréter un rôle du répertoire classique. Oui. D'autres comédiens s'y sont essayés avant vous, d'autres n'ont pas voulu le faire. C'était le cas de Fernandel, de Bourvil, qui étaient plutôt réticents. Ah mais c'était pas l'Avare, hein. C'était des pièces plus scabreuses peut-être. Car Louis de Funès avait toujours l'appréhension de la critique sur son métier. Ses films étaient souvent critiqués, même si c'était l'avis du public qui comptait et qui était le plus important, ça n'empêchait pas de le toucher profondément. Alors s'attaquer à du théâtre classique, c'était forcément s'attirer les foudres d'une partie de la presse. Même en 71, poussé par Gérard Haury qui lui offrira pourtant La Folie des Grandeurs, ce dernier rêve de le voir jouer Molière. Mais Louis de Funès refusera, ces années-là, par 2 fois encore de jouer Harpagon. Une fois en 71 pour prolonger Oscar au théâtre jusqu'en 73, et une fois pour jouer dans la valse des Toréadors de Jean Anouilh. Pourtant, Louis de Funès avait déjà préparé ce rôle à plusieurs reprises, dans les années 50 et début 60, que ce soit dans Comme un cheveu sur la soupe, ou Les Vénards, car ce personnage d'Harpagon était clairement pour lui une incarnation de sa propre mère et de son rapport à l'argent. Ce rôle le travaillait. Il prétendait, probablement à juste titre, qu'il avait vu sa mère, car sa mère l'inspirait beaucoup. Il avait vu sa mère qui avait brusquement cru qu'on l'avait volée et qui cherchait l'argent, et que quand elle cherchait l'argent, elle était folle. Elle jetait les matelas en l'air, elle foutait tout en l'air, et elle sautait. Elle sautait. On m'a volé, on m'a volé, on m'a volé. Donc, il s'est inspiré de ça. C'était Rému, mais encore plus fort, je crois, comme expression. Avec des colères. Je vais te tuer, je vais te tuer. Des choses comme ça. Ouais, mais comment tu dis? Et comment tu dis? Pendant ce temps, avec sa main, il cherchait une poire ou quelque chose, une pomme ou une morceau de tasse. Comment? Paf! Je le voyais venir. Mais elle avait des éclats de colère. Et je crois que j'ai appris ça. Mon personnage, c'est peut-être avec ma mère que je t'ai trouvé. Mais elle riait aussi beaucoup. Comment? Oui, dans ses plus grandes colères, s'il y avait quelque chose, je riais, elle éclatait de rire aussi, au milieu de la plus grande colère. Immédiatement. Mais elle était de très mauvaise foi. Elle mentait, mais j'ai pris tout ça dans mon gendarme. Elle était, oh, Seigneur, c'est beau. Et puis à la fin, elle disait, quel salaud celui-là. Et surtout, La Folie des Grandeurs, on va en reparler à la fin, mais c'est un avare avant l'heure. C'est Harpagon en version j'utilise mon pognon plutôt que de le planquer, mais dont ça lustre, c'est une interprétation, ou en tout cas une sérieuse préparation de ce que donnerait l'Harpagon plus tard. Malheureusement très en dessous du film de Gérard Haury. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Pourtant, après son double infarctus de 75, Louis de Funès apprend qu'il ne tournera plus, et qu'il ne jouera donc plus jamais au théâtre. Mais il sera alors soutenu par le tout jeune Christian Fechner, producteur, qui lâche quasiment les charlots pour lui, afin de se consacrer à sa fin de carrière. Fechner propose même, durant le tournage de L'aile ou la cuisse, un contrat d'exclusivité,
ce que Louis de Funès refuse dans un premier temps, avant la sortie du film, et les résultats. Et fort de ces 6 millions de spectateurs en salle, qui assisteront au retour de Funès à l'écran aux côtés de Coluche, la relève, Louis de Funès signera un contrat de 3 films avec Fechner. Ce sera La Zizanie, un film oubliable, on en a parlé, La soupe aux choux, on en a parlé également, et juste avant, L'Avare. Pourquoi enfin réaliser L'Avare dans les années 80, alors qu'il avait 30 ans pour y penser? J'avais vu à la télévision un film où il y avait Laurence Olivier et Audrey Hepburn dans La neige au printemps. C'était un merveilleux film, et d'un seul coup, j'ai vu après que c'était un film parler, il y avait beaucoup de textes. C'est ce que j'en reprochais un peu à Molière pour le cinéma, voilà, dans mon idée. Il y avait beaucoup de textes, c'était doublé, et il y avait deux décors seulement, et c'était merveilleux, ça durait 1h15, j'ai dit. Et l'idée m'est venue de jouer L'Avare pour la télévision. En parallèle, L'Avare a le droit à une adaptation en téléfilm en 78, réalisée par Jean Pignol avec Henri Virlogeux. Il décide alors d'en faire de même, avec une version tournée pour la télévision, mais ils n'ont pas les moyens suffisants pour convaincre Louis de Funès de se lancer, bien qu'il envisage dans un premier temps de ne pas toucher de cachet pour ce projet. Mais le budget de 1,5 million de francs est jugé bien trop insuffisant pour l'acteur. Mais Christian Fechner lui propose 20 millions pour l'adapter plutôt sur un grand écran et de le réaliser lui-même étant donné qu'il maîtrise parfaitement la pièce. Funès réalisateur, ça mérite une petite explication. Louis de Funès a toujours refusé d'être dirigé de A à Z dans ses films, il l'a souvent dit dans les interviews, et il demande à juste être mis sur les rails et à trouver ses trucs tout seul au fur et à mesure des prises. Mais le mot diriger, j'aime pas. Le mot diriger, c'est dire non, de Funès, restez là-bas, taisez-vous. Vous avez souvent entendu ça. Dis Louis, hein, ne bougez pas, je vous en prie. Hein, alors, ça, j'avais horreur de ça. Quand il n'avait pas le luxe de répéter et d'improviser durant les prises pour des raisons médicales, il s'est davantage appliqué dans l'écriture et la préparation des films, à partir du 5e gendarme, et dans la direction des acteurs. Donc, il était déjà devenu partiellement un réalisateur. On lui a même proposé de coproduire L'Avare, ce qu'il a accepté de faire pour finalement se rétracter la veille du tournage. Donc devenir officiellement réalisateur était logique, même si sur L'Avare, ça va prendre une forme un peu hybride, car il ne maîtrise pas la technique. Faire la mise en scène tout seul, le moteur, tout ça, tous les appareils, moi je ne connais pas grand-chose. Mais je voulais pas diriger, mais être le premier spectateur des comédiens. Et j'ai eu l'idée de travailler avec Jean Giraud, qui lui connaît très bien les appareils, il connaît tout ça, il sait dire moteur, il sait dire tout ça, il connaît les appareils. Et il sait les placer sur tous ces appareils. Moi, je ne connais pas les histoires des... Et vous êtes occupé du jeu des comédiens. Et on a fait ça, on a fait cette mise en scène à deux. Mais bien que L'Avare soit le seul film dans lequel il est crédité en tant que réalisateur, il en fera autant pour La soupe aux choux, on l'a vu, ou même dans Les gendarmes et les gendarmettes, et honnêtement, je pense que les films en souffriront. Car comme le disait Gérard Houry, être comédien, c'est du nombrilisme. Être réalisateur, c'est avoir l'œil sur tout. Et il est difficile de faire les deux à la fois. Louis ne le pouvait pas. Afin de le suivre dans cette nouvelle direction, Louis de Funès choisit de renouer avec Jean Giraud. C'est en partie pour ça qu'il choisit de renouer avec lui à l'occasion de ce 5e gendarme, afin de préparer L'Avare avec lui l'année suivante, ce qui laissera 1 an après la sortie du Gendarme et des extraterrestres pour préparer l'adaptation du scénario, et de choisir son casting que Louis de Funès choisira intégralement, à 100%, c'était sa condition. En ce qui concerne l'écriture, Louis de Funès choisit d'adapter la pièce avec Jean Alain, le fils d'André Hunebelle, plutôt qu'avec Jacques Wilfried, l'habituel scénariste de Jean Giraud. La raison ? Il tient à conserver mot pour mot et à la virgule le texte de Molière, contre l'avis de Christian Fechner, qui aurait préféré prendre des libertés afin de s'adapter à la nouvelle époque, simplifier le texte et le rendre accessible au plus grand nombre. Pour le coup, je vote pour cette idée. J'aurais tellement voulu que L'Avare ne soit qu'une adaptation, comme a été celle de La Folie des Grandeurs sur Ruy-Blas, assez lointaine, au service du jeu de Louis de Funès, et non pas l'inverse qui ne fonctionne pas. Mais il y a 2 raisons à ça. Il y a 2 raisons qui l'ont poussé à faire cette erreur. D'une part, il avait encore peur du retour de la presse, il avait osé abîmer Molière, et deuxième chose, il était tellement frustré à l'idée de ne pas l'avoir joué plus tôt, qu'il a voulu simuler le théâtre sur son plateau de cinéma, alors qu'il le savait pourtant très bien et mieux que personne. Le théâtre, le cinéma sont 2 univers très différents. Pas de retouche sur le texte donc, mais des ajouts visuels pour compenser le côté comique du film. Des ajouts tellement maigres, mais il y en a. Par exemple, la scène de la cassette dans le désert est une trouvaille de Louis de Funès car elle est absente de la pièce. Il a eu cette trouvaille un jour en dormant et il avait réveillé sa femme dans la nuit pour lui expliquer ce qu'il avait trouvé. Quand il a découvert dans le lit, la nuit,
la scène où cet avare qui reste seul avec sa valise, et comme image et comme chose, il s'enfonce en fait dans un désert en traînant sonore. Eh bien, il m'a réveillé la nuit pour me raconter ça. Alors, je lui ai sauté dessus en disant « Mais tu es génial, mais c'est une scène extraordinaire. Ce bonhomme qui se donne tout à sonore et il s'enfonce naturellement dans un désert. Il n'a plus personne autour de lui. C'est une image terrible. » Christian Fechter proposera d'ailleurs de tourner cette scène à la mer de Sable, mais Louis de Funès rêve de plus grand. Le désert tunisien, qu'il connaît bien pour y avoir passé des vacances en 70, là où son fils aîné Patrick y était cardiologue. 25 membres de l'équipe technique s'y déplaceront, pour à peine 26 secondes à l'écran, coût d'opération 260 000 francs. Afin de rendre la scène crédible, Louis de Funès fait estimer le poids de 10 000 écus en kilos, soit 34 kilos au total, qui va littéralement entraîner dans le sable du désert. Mais Louis de Funès avouera par la suite avoir été déçu du rendu final, la caisse ne s'enfonçant pas assez dans le sable à son goût et glissant trop facilement sur ce dernier, ce qui ne montre pas l'effort qu'il avait dû fournir pour traîner cette caisse dans le désert. Si seulement c'était le seul problème, mais on aura sans doute l'occasion de les énumérer plus tard. D'autres ajouts plus visuels seront trouvés, et Louis de Funès ira directement lui-même les choisir chez un accessoiriste pour les trucages, tels que les plumes de pan, son invention, ou encore un tiroir bien trop grand par rapport aux meubles de base. Aïe 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 aïe, ce coup du tiroir qui fait 5 mètres de long, c'est tellement désuet, daté. Honnêtement, en 1980, encore une fois, on avait les Soudoués à côté. Je l'ai déjà dit dans la vidéo des gendarmettes, mais depuis quelques années, il était plus dans le coup, c'était le Splendide, l'échalote était déjà sur la fin, on n'était pas sur ce comique aussi visuel, on était dans les années Père Noël est une ordure, etc., ce qui était beaucoup plus incisif. D'autres ajouts que j'apprécie davantage, allant dans la direction que j'encourage, tout comme Fechner l'encourageait, à savoir de moderniser l'œuvre et de la rendre adaptable au personnage de Louis de Funès et non l'inverse, sont trouvés, tels que la femme qui poursuit Harpagon dans le film pour faire la quête. C'est d'ailleurs la première apparition du personnage dans le film. Pour moi, c'est la meilleure scène du film, et figurez-vous qu'elle n'est pas dans l'œuvre de Molière de départ. C'est un pur ajout de Funès quand il se fait poursuivre par cette femme, jouée au passage par Micheline Bourdet, qui joue la femme de Gerbert dans Les Deux Derniers Gendarmes. Aussi. Aussi. Je l'ai pas reconnu. Commençons par vous. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et bah là, c'est du De Funès. Quand il devient de plus en plus petit, de plus en plus médiocre devant la caméra au fur et à mesure qu'elle lui demande des sous, ça, c'est le personnage de Funès tel que je l'imagine, tel que je l'aime, et tel que lui, il imaginait le rôle. Mais tu vois, comme quoi il peut inventer des choses sur le rôle d'Harpagon auquel Molière avait peut-être pensé mais n'avait pas écrit. Et c'est là que je l'attendais. Attention, il y a aussi eu des retraits dans le texte de Molière, et attention pour ceux qui disent que dans notre époque, on est dans une cancel culture, on n'ose plus rire de quoi que ce soit, ce qui n'est pas totalement faux. Il y a quand même des choses parfois qui sont plutôt préférables de retirer compte tenu de l'évolution de la société et de l'époque, notamment cette réplique de Molière qui disait « Quel juif, quel arabe est cela ?» Toutes les adaptations de l'avare ont choisi de supprimer, même à l'époque, faire du texte pour texte, du mot pour mot, de la virgule à la virgule, sans rien changer alors que l'époque change, c'est se planter. Et enfin, l'ajout du gag de Donald Duck, lors du procès, une scène complètement taillée pour un Louis de Funès, enfin lui-même. Le numéro de Donald, à un moment, quand il y a à la fin, au tribunal, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, j'étais derrière, je me mordais au sang, parce qu'il fait Donald. Et c'est moi qui lui avais dit un jour, je lui ai dit, vous savez, vous êtes Donald. Votre personnage, c'est Donald. S'il y a un dessin animé, c'est Donald. Vous êtes méchant avec les faibles et lâche avec les forts, et c'est Donald. Concernant le casting, Louis de Funès, ayant carte blanche, il reprend une grande partie du casting du Gendarme et les Extraterrestres qu'il était en train de tourner. Michel Galabru étant libre après le film, ça tombait bien. Maître Jacques Galabru, mais ça c'est un complice de toujours. Oui, oui. Bon. J'étais content qu'il soit libre, celui-là. Oui, Frosine, c'est Claude Jansac. Claude Jansac qui est remarquable aussi. Bernard Ménez. Anne Caudry et Marianne. Ils sont tous remarquables. Ils sont tous remarquables. Il y a Grosso et Modo, il y a Henri Jeunesse, il y a Georges Audoubert dans le rôle d'Anselme. Qui lui arrive à la fin, c'est vraiment Dieu qui arrive. Et il arrange toutes les choses. Et vous retrouvez votre cassette. Et Max Montavon, Maître Simon.
Et en plus, il avait une grande expérience des classiques, ayant fait 3 ans de conservatoire et 7 ans à la Comédie Française. Il pensera également à Claude Jansac, qui normalement aurait dû également tourner dans ce 5e gendarme. Se rajoute à ce casting Michel Modo et Yves Grosso, ou encore Henri Génès et Max Montavon. Au passage, souvent, il demandera à Michel Galabru ou à Claude Jansac le sens de certains mots de son texte ou de certaines expressions qu'il ne maîtrisait pas dans le texte de Molière. Concernant les personnages plus jeunes, plusieurs castings seront organisés afin de trouver les bons comédiens, également issus du conservatoire. Vous en êtes occupé On sérieusement? a cherché très longuement, on a fait des auditions avec de la vidéo. Moi, on envoyait ça chacun chez soi dans le magnétoscope. Oui. Et on a choisi les acteurs et on est tombé vraiment sur des acteurs remarquables qui m'ont beaucoup aidé aussi. Alors, je les cite? Ah oui, je veux parce bien, que j'ai oui. peur que vous allez peut-être en oublier. Alors, Oui. moi, j'ai la liste sous les yeux. Alors, il y a Franck David, c'est Cléante, Claire Dupré qui joue Élie. C'était des jeunes du conservatoire. Oui. Hervé Bellon dans le rôle de Valère, J'avais Galabru. déjà vu Franck David dans une télévision qu'avait fait Monsieur Delannoy. Très bien. Mais l'un des jeunes comédiens se présentera directement à Louis de Funès durant le tournage du Gendarme et des Extraterrestres, afin de revendiquer un rôle qu'il jouait déjà avec sa troupe. Je me dis, comme je commençais à être un peu connu par les films de Pascal Thomas, je me dis, oh, il faut vraiment que j'aille le voir. J'essaye. Je me paye le culot d'aller au studio de Boulogne à côté, et on me laisse passer jusqu'à la grande loge des comédiens. Coup de peau de Funès était là, et j'arrive et je lui dis bonjour monsieur de Funès, excusez-moi de vous déranger, je vous demandez pardon, etc. Mais je m'appelle Bernard Ménez, je ne sais pas si vous me connaissez. Il me dit ah si, je vous connais très bien. Je dis je sais que dans un an vous allez tourner la VAR, et je ne sais pas si vous avez encore choisi vos comédiens pour faire ce film, mais je voulais que vous sachiez simplement que si vous n'avez pas encore choisi qui pour La Flèche, j'aimerais beaucoup le faire, et je m'apprêtais à partir. Je m'apprêtais à partir. Il m'arrête, il me dit, eh ben c'est fait. Vous allez voir Christian Fechner, vous verrez que c'est vous. Formidable. Premier film comme metteur en scène. J'ai jamais fait ça 2 fois dans ma vie. Louis de Funès va faire des choix très forts dans la mise en scène. Attention, fort ne veut pas dire forcément bon. Il va par exemple choisir de tourner les scènes dans l'ordre de la pièce, ce qui est un véritable luxe, car certains décors seront utilisés tel jour et parfois non, ce qui va immobiliser l'intégralité des studios de Billancourt. Les 6 plateaux seront consacrés entièrement au film, ce qui permet de changer de plateau au fur et à mesure que le récit avance, ou d'y revenir si Louis de Funès n'était pas satisfait du rendu, ce qui arrivera notamment lors du premier acte interminable, jugé déjà terriblement ennuyeux à l'écrit dans la pièce de Molière. Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Tellement. Et il faut savoir que Molière, on le sait, c'est beaucoup de textes. Mauvaise idée de plus parce que c'est très moche. Très moche à l'écran et tellement fade. Et Louis de Funès l'a dit souvent, il n'aime pas spécialement les textes. Il aime les situations, il aime ne pas parler, il aime faire comprendre les choses sans s'exprimer, en tout cas en s'exprimant avec son corps, avec ses gestes, avec sa précision, et non pas avec des phrases à rallonge. Maintenant que j'ai le temps, faire un film muet. Un film muet, parce que je trouve que les scènes muettes sont beaucoup plus drôles. Et ce qu'on explique, c'est la barbe en comique. Ou alors il faut un très grand texte, ou Guitry, ou un grand texte. Mais le film muet me plaît beaucoup. Mais il demande d'être écrit avec 3-4 paroles, mais qui sont de canon, de 3-4 phrases qui soient canon. Le tournage débute le 15 octobre 1979 au studio de Billancourt, avec des horaires encore une fois aménagés pour s'adapter aux contraintes liées à la santé de Louis de Funès, et les prises de vue commenceront donc à midi et ne dépasseront jamais 19h30. Pas de tournage les week-ends, et une trêve d'une semaine sera instaurée à Noël afin que Louis de Funès puisse passer les fêtes en famille. Son état de santé pour jouer dans La VAR et d'autres films l'ont certainement quand même entravé. D'autant, je vous répète, que le médecin était là, attentif, et qu'il intervenait quand c'était trop. Il disait non, il faut qu'il s'arrête. C'était très agréable de tourner égoïstement en ce moment-là avec lui, parce que on avait des repos énormes. On faisait la sieste de 2h à 4 ou 5h, on s'arrêtait. Alors les producteurs essayaient bien de nous faire quelque chose, à nous, les valides, mais ils trouvaient difficilement. Alors on se reposait aussi.
Durant ce tournage, très observé par la classe politique, se déplacera le ministre de la Culture, Jean-Philippe Leca, très enthousiaste à l'idée de cette rencontre entre la culture populaire et la culture dite savante, allant jusqu'à parler de réconciliation entre les deux. De réconcilier théâtre et cinéma, de dire un texte merveilleux. Moi, je l'ai joué là-bas, alors je le connais bien. Et ça a été un bonheur pour lui. Il était au bonheur. Pour les scènes extérieures, elles seront tournées à Senlis, ville médiévale, afin de profiter du cadre naturel, notamment des ruelles et bien sûr de la cathédrale de Senlis, pour la scène de la quête. Ces scènes extérieures sont d'ailleurs tournées en février 80, en deuxième partie de tournage, en plein hiver, la température allant parfois jusqu'à moins 7 degrés, ce qui oblige les acteurs à sucer des glaçons afin de ne pas avoir de buée lorsqu'ils parlent. Lorsque De Funès parle dans son jardin, il fait moins 7 degrés et l'acteur est littéralement gelé. Pour les scènes d'intérieur, Louis de Funès souhaite des décors minimalistes, à tel point qu'il fera imprimer en version agrandie des pages de la pièce de Molière en guise de décor, afin de montrer au public que son adaptation sera fidèle. On en repart dans la partie critique, mais ça ne colle pas avec ce qu'il a toujours dit sur ses rôles depuis toujours. Ajoutez aussi qu'il a demandé à Uderzo de reproduire en dessin les chevaux affamés de son écurie, vu que l'avare les nourrit le moins possible pour économiser. Ça me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux. Une idée curieuse jugée ratée, car les dessins sont tellement beaux, mais ridicules aussi, qu'on ne se rend pas vraiment compte de la maigreur des chevaux. D'ailleurs, Galabru le dira très bien par la suite. Cette invention, un cheval qu'Uderzo avait fait si splendide qu'on ne pouvait pas avoir pitié de lui. Je n'ai rien dit à l'époque, mais il ne fallait pas qu'Uderzo dessine le cheval dans la scène de Maître Jacques. Avec cette toile en fond, le monologue ne voulait plus rien dire, et allait à l'encontre de l'évocation voulue par Molière. Le classique ne s'accommode pas trop de plaisanteries et de pastiches. Il ajoute « Le décor était trop riche par rapport à l'avarice d'Harpagon. D'une part, la merluche disait « J'ai mon haut de choses tout troué par derrière, et qu'on me voit référence gardée », tandis que d'autre part, la cuisine était somptueuse avec partout des jambons et des bouteilles. L'avare ne peut pas avoir une cuisine aussi riche. Louis de Funès a également rencontré à plusieurs reprises des trous de mémoire, ayant été prévenu par Michel Galabru à quel point il était difficile de retenir les textes de Molière, y compris pour les habitués. Afin de s'adapter à ces trous de mémoire, les scènes sont découpées en plusieurs plans, en plusieurs prises, parfois 15 d'affilée, afin de réciter le texte petit à petit, et non tout à la suite. Outre les trous de mémoire, qui sont surtout dus au fait qu'avant, De Funès pouvait broder autour du texte, changer des mots ici et là. Ici, il ne pouvait pas, mais il va aussi faire des blocages face à des comédiens issus de la comédie française, envers qui il se mettait une pression toute particulière, ne se sentant pas légitime, notamment face à Georges Audoubert. Ce que Claude Jansac remarquera. Le dernier acte est très difficile dans Molière à jouer. Et il avait en face de lui un garçon qui ne m'envahit pas, mais je crois qu'il n'est plus de ce monde, mais qui venait du français et qui jouait le rôle de l'exempt. Et Louis, en face, n'arrivait pas à dire tout le texte. Et il ne le sentait pas, ça n'allait pas. Et il s'est arrêté, il s'est assis dans un coin. Il y a eu un grand silence sur le plateau. Et Jean Giraud lui a dit, écoute, on reprendra quand tu te sentiras en forme. Et puis, il est resté un bon quart d'heure, assis, très triste, sur le plateau. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis je lui ai dit, écoute, tu sais, ta mère, si elle te voit de là-haut, elle doit dire c'est bien la peine. Hein. Il est arrivé jusque-là, mon fils. Puis là, il bute. Tout ça parce qu'il a quelqu'un en face de lui qui vient de la comédie française. Et alors? Et tu m'énerves. Bref. Il a eu un petit sourire, il est resté comme ça, je suis parti. Et à mon grand bonheur, il a enchaîné et il a joué. Parce qu'il avait été très impressionné. Les gens de la comédie française, ceux qui avaient l'habitude des grands classiques, il se sentait tout petit. Il était vraiment d'une modestie pas croyable. Un mot tout de même sur la double réalisation Giraud-De Funès. Giraud avait pour charge, comme à chaque fois, d'assurer le cadre, l'éclairage, les actions moteurs, toute la partie technique, et Louis de Funès se consacrait plutôt à la direction d'acteur. Mais cette organisation a ses limites. Car Jean Giraud, tel qu'il le disait en 71 sur le plateau de Jo, c'est le frein de Funès. Si De Funès a une idée, hors de question qu'elle remette en cause ce qui avait déjà été tourné précédemment. Si un comédien entre par la droite, il ne peut pas se retrouver
À gauche plus tard, c'est sur ces critères que Jean Giraud disait non à son comédien, car c'était au réalisateur d'avoir, comme le disait Gérard Horry, la vue d'ensemble, et encore plus dans des scènes de dialogue avec des chants contre chants. On ne pouvait pas changer n'importe quoi pour avoir un esprit de continuité. C'est pour ça, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que Gérard Horry, tout comme Galabru ou comme d'autres, pensaient que De Funès aurait été meilleur, sur ce film-là en tout cas, en ayant été dirigé sur ce tournage. Dirigé intelligemment, mais chacun son rôle. On ne peut pas être chef d'orchestre et musicien à la fois. Alors, bien entendu, il y avait des petits conflits, parce que peut-être que Giraud aurait voulu faire la mise en scène complète. Et alors là, moi, j'avais observé la scène, je m'étais amusé, parce que De Funès va parler à Giraud, à Jean Giraud, et Giraud s'énerve un peu. Oui, d'accord, oui, alors. Et alors je fais comment? Et alors je fais comment? Hein? Alors, je le prends comme ça, vous savez que les techniciens, hein, metteurs en scène, ils font ça. Je le prends comme ça, hein? Et comment je monte? Alors De Funès, là, comme il ne connaissait rien, il n'avait pas de réponse. Il est resté quoi? Il a rien répondu. Comment je le monte? Avant la sortie du film, très attendu, De Funès choisit de ne pas engager Raymond Lefebvre pour la bande originale du film, qui se doit d'être plus proche du XVIIe siècle. Il pense alors à Vladimir Cosma, emballé par le projet, ayant signé les compositions des bandes originales de Rabbi Jacob et de L'aile ou la cuisse. Mais c'est Jeanne De Funès qui imposera, car elle a souvent le final cut, un parfait inconnu, Jean Bizet, son professeur de piano. Oh, quel coup! Franchement, c'est tellement... Ah, ça m'en fout! Respect à Madame De Funès, un peu à son âme, mais elle le tenait par les... C'est quand même incroyable d'imposer quelqu'un comme ça, qui n'a pas d'expérience, et qui en plus, c'était sa seule expérience, parce qu'il n'a jamais rien sorti depuis, et sa proposition était tellement convenue, et tellement pas mémorable, et tellement pas à la hauteur de l'enjeu du film, bah, qu'elle n'a même pas été commercialisée. Mis à part le générique qui est dans une compile de Funès, sinon la bande originale de l'Avare, excusez-moi, mais qui s'en souvient? Encore une erreur. Afin de bien accompagner la sortie du film, 800 000 francs sont dépensés pour la campagne promotionnelle de l'Avare sur 210 écrans simultanément, ce qui était énorme pour l'époque avec le début des multiplex, et au-dessus du nombre d'écrans sur lesquels ont été diffusés par exemple Le Gendarme et les Extraterrestres. Sorti en salle le 5 mars 80, dans 42 salles sur Paris, le film fait à peine mieux la première semaine que le précédent Gendarme qui avait pourtant bénéficié de 2 fois moins de salles. Et le bouche à oreille est assez défavorable. Le tout fait que le film ne décolle jamais vraiment, souffrant rapidement de la concurrence avec Le Guignolo de Belmondo, ou encore la sortie des Soudoués, le 1er dès avril. Le film n'arrivera que 13e de l'année 80 et ne totalisera que 2,4 millions de spectateurs, à peine de quoi rembourser le budget de 20 millions de francs. Et les avis critiques ont été très mitigés. Voici une critique signée Jean-Marc Loubier qui résume parfaitement ce que je ressens avec de meilleurs mots que ceux que j'aurais pu employer. L'erreur fondamentale de Louis Funès est incontestablement d'avoir voulu porter à l'écran qui ne peut se donner que sur les planches d'un théâtre, ou même un texte classique permet moult libertés. Avoir voulu conserver la quasi-intégralité du texte original est aussi un faux pas, car d'après lui, il ne faut pas hésiter à se démarquer, quitte à trahir. De Funès a voulu rester fidèle? Il a eu tort. Je trouve d'ailleurs que ce que dit Henri Virlogeux, l'interprète d'Harpagon l'année précédente, était également très juste. Ça n'a pas marché, car Lou avait cru qu'avec Jean Giraud, il serait libre. Or, on ne peut pas être libre dans un classique. On a besoin d'être dominé, d'être guidé. Mais là, Louis a fait ce qu'il voulait, scène après scène. C'est une erreur. Il s'en est aperçu après, et il a reconnu qu'il avait raté son avare. Un troisième avis, qui colle avec ce que j'ai toujours ressenti sur ce film, ainsi que sur le jeu de Funès après 76, signé cette fois-ci Jean-Michel Frodon, critique de cinéma de l'époque. Le classique ne sied pas à la folie d'un De Funès. Mime et bruiteur de génie, qui n'a jamais misé l'essentiel sur les mots, mais sur le corps et l'intonation. Avec Molière, il ne faut pas minimiser les mots. Il passe à côté de l'étude psychologique des personnages pour ne se concentrer que sur les situations. Il a négligé une chose fondamentale, c'est que l'avare est amoureux de la même femme que son fils. Il n'est pas seulement un radin obsédé par sa cassette. Dans son film, le rapport à l'argent devient caricatural et anecdotique, alors que l'un des ressorts essentiels de la pièce est que le personnage pense que plus il économise, plus il vivra longtemps. Malheureusement, Louis passe à côté de ça.
Le problème principal du film, pour moi, c'est que Louis de Funès, pour une fois, joue... Enfin, pas pour une fois. Il joue un rôle qui n'est pas écrit pour lui. Autant dans La soupe aux choux, il va le réadapter avec ses propres mots, autant dans Ruy Blas, c'est une proposition très libre par rapport au texte de base, ce qui en fait un très bon film, autant ici, le texte pour texte fait que ce n'est pas lui. Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner qui ne les voudraient point. Qui passera un jour à la télévision. C'est d'ailleurs encore grâce à Laurence Olivier que j'avais vu dans Richard III il y a une vingtaine d'années. Oui. Et j'avais vu qu'il faisait des apartés au public. Il disait, regardez maintenant, vous allez voir la reine qui va venir par là et l'autre, mais directement au public. Et c'est pourquoi j'ai fait aussi des apartés dans la voix. Même s'il a sa façon de le jouer de façon très exagérée, je trouve qu'il n'est pas juste, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Mais Louis de Funès, c'est plus qu'un acteur qui joue un rôle. C'est Louis de Funès. C'est le film à part entière. C'est lui les dialogues, c'est lui les gags, c'est lui les idées. Il était tellement omniprésent et au-dessus de tout, c'est pour ça qu'il est toujours vivant parmi nous aujourd'hui, que le voir jouer juste un texte qui a déjà été joué par d'autres et qui a ensuite été joué par d'autres après, bah ça le banalise en fait. Pour moi, c'est un sous La Folie des Grandeurs qui était bien plus riche visuellement dans l'écriture, dans les dialogues, dans les gags, dans la musique, dans tout. Ça, c'est une espèce de sous-film qui a été fait pourtant 10 ans après avec autant de moyens, même si les films sont différents parce qu'il y en a un qui est très riche et qui le montre et l'autre qui cache sa fortune. Forcément, visuellement à l'écran ça se voit, mais excusez-moi, mais je préfère m'éclater avec La Folie des Grandeurs, avec la maîtrise de Gérard Houry, avec un film qui a des moyens, un film qui est chatoyant visuellement, c'est le plus beau des films que De Funès ait fait, La Folie des Grandeurs, ne serait-ce que visuel, et voire même sur la musique. Bah alors l'Avare n'a ni l'un ni l'autre. Alors en comparant les deux, forcément, même si c'est pas une bonne chose, bah il y en a un qui s'est complètement planté. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Et puis l'Avare, c'est une trahison. Enfin, une trahison par rapport à ce que De Funès disait de lui-même, par rapport à sa nouvelle façon de jouer après son infarctus. Parce qu'en 76, à Michel Drucker, il a confié ceci. Je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tant mieux, parce que cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit, et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait... Non, énerve-toi, énerve-toi, allez, tape plus dessus. Alors si je voulais faire un peu de dentelle, pas de dentelle, tape plus dessus. Vous êtes moins coléreux maintenant? Ah oui. Non, puis ce comique-là ne m'intéresse plus. Et je crois que dans L'aile ou la cuisse, justement, j'ai joué... paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et ben ça n'a pas tenu longtemps, parce que regardez ce qui se passe dans celui-là. Je suis désolé, mais c'est pas cohérent. Ça montre surtout qu'en 76, il était contraint et forcé de le faire comme ça, c'était pas du tout, contrairement à ce qu'il a dit, c'était pas un choix de sa part, c'était contraint et forcé. On le voit sur cet Avare, où il a l'air de se faire plaisir à retaper sur quelqu'un, sauf que ça ne prend plus. Non seulement parce que ce comique n'existe plus, mais en plus parce qu'il est tellement amoindri et vieillissant par rapport à La Folie des Grandeurs, par exemple, qu'il n'est pas crédible à battre Galabru. Même si ça les a pas empêchés de beaucoup se marrer à le faire. C'était quelquefois difficile parce que je me rappelle toujours d'avoir eu un fou rire parce qu'il m'étranglait. Moi, j'étais allongé sur la table et avec une rage, et je voyais sa tête méchante, comme un morpion en colère. Et là, j'ai eu un fou rire parce qu'il avait sa gueule sur moi et on n'a pas pu tourner, il a fallu s'y reprendre plusieurs fois. Donc pour moi, cet Avare est inutile. Ça avait déjà été fait avant, le rapport du personnage de Louis de Funès avec l'argent, on l'avait déjà vu. C'est juste un plaisir qu'il s'est offert, une concrétisation d'un rêve qu'il a réalisé bien trop tard, et autant il l'aurait fait sur scène après Oscar dans les années 70, j'aurais rien dit, j'aurais payé pour le voir, autant voir cette espèce de solution de repli, cette espèce de sous-film réalisé avec d'importants moyens, mais pourtant, ça se voit pas à l'écran, parce que tout est en carton-pâte, tout est moche, et c'est voulu. Mais 20 millions de francs quand même, où sont-ils passés? Sans doute dans la réservation des 6 studios qui ont servi à tourner au jour le jour, avec des horaires réaménagés autour de lui, un tournage quand même très très long pour une pièce de théâtre reconstituée, je trouve. Mais ce qui est touchant avec ce film, c'est quand même que ça montre à quel point Louis de Funès était un homme humble. Un homme qui était tellement pas sûr de lui. On le sait, on l'a vu, de ce côté anxiogène qu'il avait. Le fait qu'il ait peur devant un comédien de la comédie française, le fait qu'il ait jamais osé faire du classique, même si c'est pas le seul à ne pas avoir osé le faire. Mais il était tellement convaincu qu'il était en train d'usurper la place d'un autre et qu'il ne méritait pas d'être autant à l'affiche, que jouer du sérieux, bah ça le paralysait de trac, parce que le texte est beaucoup plus dur, parce qu'il est beaucoup plus vu et attendu, et je comprends qu'il ait jamais osé le faire. Mais le faire dans ces conditions, c'est facile à dire maintenant, mais autant ne rien faire que d'être la moitié de lui-même. Mais j'en dirai pas plus sur le film en lui-même.
Chacun est libre de l'aimer. Il suffit d'aimer le théâtre classique pour aimer cette interprétation d'Avare et d'Harpagon. Pour ceux qui n'aiment pas comme moi, et comme la plupart d'entre vous, c'est plus compliqué, mais je pense que même avec un De Funès au sommet, bah, j'aurais pas autant accroché qu'un Fantomas, qu'un Cornio, une Grande Vadrouille, un Rabbi Jacob, une Folie des Grandeurs ou les bons De Funès tels que je les imagine. Ce qui ne vous empêche pas à vous d'avoir un avis. Comment est-ce que vous vous situez l'Avare dans la filmographie de Louis de Funès? Est-ce que vous le mettez à part comme moi? Est-ce que vous l'incluez dedans? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like pour dire à YouTube que vous avez apprécié la vidéo, et également de mettre un commentaire, et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, voici de quoi vous inspirer. Coucou, c'est moi. Oh merde. Ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.